Ok les rescapés, bienvenue. Aujourd'hui on va parler de Bitcoin et de la blockchain Bitcoin et de la révolution qui est en cours actuellement et qui pourrait très bien, peut-être, et c'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo, finalement créer de la spéculation, créer un regain d'intérêt sur le Bitcoin, sur la blockchain Bitcoin, sur les crypto-monnaies, avec des effets qu'on va voir, qui vont se diffuser finalement à tous les niveaux, notamment au niveau de la rémunération des mineurs, au niveau de l'attrait de la blockchain, au niveau des NFT. C'est vraiment quelque chose d'assez important, et finalement, assez peu de monde en parle. On est extrêmement early, ça vient de sortir la semaine dernière, ça vient d'être live, et tu vas voir que les plateformes sont même pas encore en ligne, les interfaces sont encore, n'existent pas, et donc on est vraiment très early. Donc ça va aussi être éventuellement, peut-être pour certains profils, on en parlera à la fin, je donnerai mes recos personnels d'investissement, ça sera peut-être une opportunité également. Salut à toi, ici Yann Darwin, la chaîne Finance et Investissement, mais pas chiant. On est parti dès maintenant. Pourquoi je veux te parler de ça? Parce que on l'a vu sur les différents cycles, et notamment sur les cryptos, il y a toujours un thème sur tous les cycles, ok? On a eu les NFT, on a eu la DeFi, on a eu plein de choses qui se sont passées, il y a aussi des effets d'annonce avec des nouveaux layers qui vont se mettre en place, le Lightning Network, etc., etc. Et là, finalement, on est sur, oui, on peut appeler ça une révolution sur la blockchain Bitcoin, puisque, et je vais t'expliquer comment pendant cette vidéo, on va pouvoir faire des NFT avec Bitcoin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça s'appelle les ordinals, ordinal en français, et c'est finalement la promesse de pouvoir utiliser les Satoshi, donc la plus petite unité finalement de mesure du Bitcoin, comme des NFT. Ce qui est, tu vas voir, déjà super important. Pourquoi? Parce qu'on le sait, la blockchain Bitcoin est la plus utilisée et la plus finalement trustée, la plus crue, celle pour laquelle on a le plus de confiance autour du monde. Et également, jusqu'à aujourd'hui, si on voulait faire des NFT, je rappelle NFT non-fungible token, donc token non fongible, c'est-à-dire que ce sont des tokens uniques qui ne sont pas échangeables. Si je prends par exemple une pièce d'1 euro, une pièce d'1 euro, c'est pareil qu'une autre pièce d'1 euro. Si je mets de côté les collections, les années spéciales, etc. Mais je veux dire, de base, une pièce d'1 euro, c'est une pièce d'1 euro. Et que t'aies la mienne, ou que j'en ai une autre, ou que j'ai la tienne, etc., on se les échange, elles ont la même valeur. Le principe du NFT, c'est que c'est un jeton qui est spécial, qui est donc non fongible, qui a, on va dire, allez, un numéro de série qui fait qu'il est unique. Et derrière ce NFT, derrière ce code informatique, typiquement, on peut mettre ce qu'on veut. Et donc on peut attacher ce jeton à une œuvre d'art, à une musique, à une image, etc. Tout ça, on connaît déjà. Mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, on ne pouvait pas faire ça avec la blockchain Bitcoin. Et on ne pouvait pas prendre un Satoshi, donc la plus petite unité de mesure d'un Bitcoin, qui est un 100 millionième de Bitcoin, et on ne pouvait pas dire, ce Satoshi, il a le numéro 392 de 832, et donc on est capable de le tracer du début à la fin de sa vie, et en plus d'être capable de le tracer du début à la fin de sa vie, on n'était pas capable de l'adosser à quelque chose. Et typiquement, le cas d'usage le plus connu des NFT, c'est de faire des collectibles, des objets virtuels de collection, des œuvres d'art, etc., etc., des éditions limitées, des places pour des concerts, bref. Je te refais pas l'histoire des NFT. Si si tu suis les crypto-monnaies, tu sais ce que ça permet de faire. Et donc finalement, à partir d'aujourd'hui, grâce à la mise en place de ce système d'ordinals, on va pouvoir utiliser potentiellement chaque Satoshi de Bitcoin, donc chaque plus petite unité de mesure de Bitcoin, comme un potentiel NFT. Donc ce qu'on va pouvoir faire finalement, c'est d'avoir les deux au même endroit. Des Satoshi et donc des bitcoins fongibles, donc qu'on va pouvoir échanger, qu'on va pouvoir continuer à utiliser comme réserve de valeur, comme monnaie d'échange, comme achat, comme peu importe, toute l'utilisation de la blockchain Bitcoin et des bitcoins en eux-mêmes aujourd'hui. Et à partir de maintenant, on va pouvoir les utiliser en plus comme des NFT. Alors finalement, pourquoi c'est important? Et pourquoi ça peut, mettons encore des guillemets, aujourd'hui, être une révolution? Parce que contrairement aux autres systèmes de NFT, la data ne va pas être stockée off-chain, donc en dehors de la blockchain, mais on-chain, donc dans la blockchain. Et je vais t'expliquer, tu vas voir, je t'ai fait un petit schéma, je vais t'expliquer les détails. Mais globalement, juste de dire ça déjà, c'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait que tous les gens
pour qui la sécurité est importante, tous les gens pour qui la cryptographie, le système cryptographique est important, tous les défenseurs corps et âme, vents et marées de Bitcoin et de sa sécurité, etc., et peut-être son opposition au système bancaire, chacun voit midi à sa porte, bah, ils vont finalement trouver chaussure à leurs pieds d'avoir un système qui permet de faire des NFT tout en étant la blockchain la plus trustée du monde, etc., etc. Alors si tu le veux bien, je vais t'expliquer rapidement comment ça fonctionne et quelles sont les différentes couches finalement sur un système blockchain, très rapidement vulgarisé pour qu'on parle la même langue et qu'on comprenne pourquoi c'est potentiellement une révolution, et aussi peut-être ce qui nous intéresse par rapport à cette révolution, c'est la spéculation qu'il peut y avoir autour et les hausses de prix sur Bitcoin. Alors je t'ai fait un petit schéma. Alors celui-là, je l'ai préparé en avance parce que tu vois c'est un petit peu, je voulais pas que ça soit trop le bordel, mais tu vas voir, je vais en rajouter. Déjà, de base, comment fonctionne une blockchain ou la plupart des blockchains? On a ce qu'on appelle plusieurs layers, ok, plusieurs couches en français. Alors je les ai représentées les unes au-dessus des autres, mais il faut bien comprendre que dans la vraie vie, c'est pas ça, hein. Tout est mélangé, tout est interconnecté, mais c'est pour plus de clarté, ok, schématiquement. Le layer 0, c'est quoi? Ben, c'est finalement le hardware, les machines, ok? Les machines, les serveurs qui vont servir à sécuriser la blockchain, ok? Ce layer-là, on parle, et c'est pour ça qu'on parle de plusieurs couches qui sont successives, parce que toutes les couches ne vont pas avoir la même fonctionnalité. Donc là, la plupart des machines qui sont là, bah, c'est tout simplement les machines qui vont sécuriser la blockchain, donc les mineurs, ok? Ou suivant les blockchains, ça peut être des nœuds de validation, etc. Mais ça, c'est la partie hardware. Mais une fois que tu as la partie hardware, bah, tu as juste finalement un système de machines qui sont interconnectées grâce à Internet, mais il ne s'est rien passé. C'est pour ça qu'on a le Layer 1. Le Layer 1, c'est vraiment la blockchain. On appelle ça le Foundation Layer, in English, ok? Hein, on est obligé, hein, c'est comme la finance, hein, les mots sont anglais, je suis désolé. Donc finalement, la couche de fondation, c'est là que sont les blocs, ok? C'est là que chaque bloc code certains types d'informations. On va rentrer un tout petit peu plus dans les détails juste après, mais en gros, schématiquement, bah, d'où vient le Bitcoin, à quoi il a servi, comment il a été découpé, comment il a été dépensé, dans quelle wallet il se trouve et dans quelle wallet il va, ok, qui est l'envoyeur, qui est le receveur, etc., etc. Ainsi que toutes les opérations finalement cryptographiques qui permettent de dire, ok, est-ce que ce deuxième bloc qui vient après celui-là, ben, il est légitime, ok? Donc, il y a une partie des informations de celui-là qui sont transférées dans celui-là, etc. Et la chaîne se suit, ok? Ça, c'est le layer 1. Ensuite, on a le layer 2, ok? Qui est le layer de scaling, finalement, qui permet de scaler les blockchains, ok? Les scaler, c'est les rendre plus efficaces, avec pas plus de ressources. C'est-à-dire qu'on a toujours le même nombre de machines, on a toujours notre layer 1 qui est le même, il n'a pas changé, il n'a pas été recodé, il n'est pas différent. On vient ajouter ici, sur le layer 2, de nouveaux éléments, finalement, de code, hein, puisqu'on parle tout simplement de code informatique. Typiquement, ce layer 2, c'est quoi? Ben, c'est par exemple le Lightning Network, ok? Quand on a ajouté le Lightning Network sur Bitcoin, on a permis quoi? On a permis de mettre en place des micro-paiements. Parce que, on le sait, la blockchain Bitcoin peut être lente et peut être coûteuse en termes de frais. Donc on a dit, si on fait passer toutes les transactions, même les micros, directement sur la blockchain, ça va coûter méga cher, ça va être lent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Sur le layer 2, on a créé un programme informatique qui prend les microtransactions, qui les gère lui-même en interne, ok, et qui ensuite, une fois que les transactions sont faites et qu'il y en a un nombre suffisant, code ces informations dans la blockchain. Donc c'est une sorte de programme informatique de scaling on top, au-dessus de la blockchain, qui fait ses petites opérations dans son coin et qui ensuite vient donner le résultat, entre guillemets, à la blockchain. Ça permet quoi? Ben, ça permet que les opérations compliquées et multiples soient sur une autre couche qui fait son travail, et donc bah, ça demande forcément du processing informatique, des calculs, etc., des allers-retours, de la puissance de calcul et de la data. De le faire sur ce layer-là, sur d'autres machines, permet tout simplement d'alléger le layer d'en dessous, la blockchain en elle-même, et ensuite on lui donne le résultat. Et donc il y en a plein qui se sont mis en place comme ça, donc Lightning Network par exemple, on a eu le Liquid Network sur Bitcoin qui permet d'utiliser des stablecoins, qui permet d'utiliser des NFT, mais en mode compatibilité. C'est pas encore de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a eu des algos comme RSK ou Stacks qui ont permis de faire des smart contracts, qui ont permis en gros de faire la même chose que permet de faire la blockchain Ethereum. Donc en gros, on comprend très bien qu'on va ajouter des programmes par-dessus pour pouvoir scaler, pour aller soit plus vite, que ça coûte moins cher, ou mettre en place des compatibilités, des ponts entre blockchains. Okay, ça c'est le layer 2. Le layer 3, c'est finalement tout ce qui est web app. Okay, et c'est là qu'on va retrouver la DeFi,
les NFT, les jeux, les DAO, les CBDC, etc. Toutes ces applications finalement qu'on va encore venir plugger. Là, on ne parle pas juste de scaling, on ne parle pas de compatibilité, on parle finalement de créer des usages. Donc on crée des applications. Comme la DeFi, on va pouvoir faire du lending, etc. Comme les NFT jusqu'à aujourd'hui. Hein, les anciens NFT, on va dire, sur les autres blockchains, se trouvent à ce niveau-là. Et ensuite, le layer 4, c'est quoi? C'est tout simplement le layer d'interface. Parce que là, si on le dézoome et qu'on le regarde extérieurement, on n'a que des programmes informatiques et des machines qui causent entre elles. C'est pas compliqué, si t'es pas programmeur, tu peux pas parler avec ces machines-là. Donc il faut bien un layer d'interface, une couche d'interface qui permet d'avoir des trucs simples. Typiquement, comme les wallets, par exemple, MetaMask va être une couche d'interface. Va être une application du layer 4, qui va permettre d'interfacer tout ce qui se passe en dessous avec l'utilisateur. Les navigateurs ou les extensions comme Brave, le métaverse aussi, il se trouve là. Donc ça permet vraiment d'interagir avec la ou les blockchains. Okay. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce niveau-là, on a deux types de data, entre guillemets. On a ce qui se passe on-chain, donc vraiment sur la blockchain, et ce qui se passe off-chain. Okay. Pourquoi on fait une différence? On fait une différence simplement parce que ce qui se passe off-chain, et on l'a vu par exemple comme dans le layer 2 de scaling, ce qui se passe off-chain va finalement se passer en dehors de la blockchain, et on va donner à la blockchain un résumé. Okay. Mais qu'est-ce qui fait que ce résumé va être juste? C'est tout simplement la confiance, le nombre d'utilisateurs, le sérieux des différentes entreprises ou entités qui créent ces programmes. Mais on n'en est jamais sûr, on n'en est jamais certain, il peut y avoir des bugs, il peut y avoir des crashs, comme on l'a vu, il peut y avoir des hacks, on l'a déjà vu plein de fois. Donc en fait, ces layers off-chain sont considérés beaucoup moins sécurisés que les layers on-chain, et que la blockchain en elle-même. Hein. Puisque l'information, cette fois-ci, est dans la blockchain. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas dépenser deux fois. Si finalement je suis un hacker super malin et super malicieux, je peux très bien ici créer, à l'insu de tous, sur le layer 2, une application qui a l'air super bien pour accélérer la blockchain, etc. Et puis en vrai, je prends des frais cachés sur les transactions. Ça pourrait se faire. Ou alors j'ai mal sécurisé mes programmes et il y a un hacker qui arrive à passer et à voler une partie des transactions, puisqu'elles ne sont pas encore sécurisées sur la blockchain, puisqu'elles n'ont pas encore été transmises. Okay. C'est un layer d'accélération, donc on fait des choses off-chain, mais ensuite on doit le donner à la blockchain. Et entre les deux, il peut se passer des trucs. Donc c'est considéré moins sécurisé. Alors pourquoi je te raconte tout ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier finalement, jusqu'à l'arrivée des fameux ordinals, eh bien les NFT, ça se passait ici, sur le layer 3. Ok. Sur le layer 3 ou le layer 2 suivant les blockchains. C'est-à-dire que globalement, on venait plugger des programmes informatiques qui permettaient de dire, ok, je vais émettre un jeton non fongible. Prenons un exemple. Je vais émettre le jeton numéro 4258. Ce jeton numéro 4258, c'est le seul qui existe. C'est le numéro 4258 et c'est comme ça. On l'a transmis à la blockchain, on a dit c'est le numéro 4258. Mais par contre, il me faut quoi? Il me faut une couche d'interface pour permettre à Madame Chombier d'acheter le jeton 4258. Donc elle va l'acheter. Et donc la blockchain, on va lui transmettre que Madame Chombier, elle a le jeton 4258. Mais ce jeton 4258, Madame Chombier, elle s'en fout que ça soit le numéro 4258. Ce qui l'intéresse, c'est l'image magique de la tête de singe NFT super cher qui vaut 300 000 Ethereum. Cette image est stockée sur un serveur externe. Elle est stockée sur un serveur cloud X ou Y. Ok. Et ça va être interfacé avec une plateforme comme par exemple, je cite peut-être la plus grosse, OpenSea. Ok. Et codé dans une blockchain, par exemple Solana ou Ethereum. Ok. Mais ce jeton 4258, il est finalement soumis à des layers off-chain. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment plus important et ce qui fait dire aux supporters de cette révolution sur le Bitcoin que les ordinals sont supérieurs, c'est que la donnée n'est pas stockée sur un autre serveur. Un NFT, à l'heure actuelle, enfin jusqu'à hier, disait « Ok, le 4258, il est à Madame Chombier, et l'image du 4258, c'est la tête de singe qui est sur le serveur cloud Amazon, là, à telle adresse. » La donnée n'est pas on-chain, la donnée est off-chain sur un serveur. Et le NFT, c'est juste un pointeur qui dit « Ok, il pointe dans les deux sens.
ça appartient à Madame Chombier, et le truc qui est derrière, c'est cette tête de singe. Aujourd'hui, grâce aux ordinals, ça va plus être comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker la data on-chain, ici, dans les blocs. Et ça, c'est une révolution. Parce que déjà, ça n'est fait sur aucune autre blockchain, et c'est considéré comme la couche la plus sécurisée, le fondement finalement. Puisqu'on est on-chain, donc on a une donnée qui est décentralisée, tout de suite distribuée à absolument tous les membres du réseau, tous les validateurs, tous les mineurs, à toute personne qui utilise le réseau Bitcoin aujourd'hui, dont la donnée est tout à fait open source. Tu peux télécharger aujourd'hui l'intégralité de la blockchain Bitcoin. N'importe où. Alors c'est plus simple si tu es mineur, parce que tu vas avoir un programme qui te permet de le faire, mais en 2 secondes, toi-même, chez toi, tu peux télécharger l'intégralité, ça va te prendre quelques dizaines de gigas, de télécharger l'intégralité de la blockchain Bitcoin, et tu vas voir depuis le début absolument toutes les transactions. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces NFT, mais physiquement, dans cette blockchain. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être sur un serveur qui dit que cette tête de singe en JPEG appartient à Madame Chombier. L'image, donc vraiment la data, alors image ou vidéo ou audio ou quoi que ce soit, hein, n'importe quoi qu'on peut mettre derrière un NFT, va être codé dans les blocs. Et donc distribué partout, et non plus sur un serveur. Donc ça veut dire que par exemple, si OpenSea demain, je sais pas, fait faillite, ferme, part avec la caisse, on a un problème à ce niveau-là. On a un problème avec la donnée qui est stockée on-chain, on va avoir des pointeurs qui vont plus pointer vers l'endroit, et donc peut-être qu'on saura que le 4258 il est à Madame Chombier, mais on saura pas que c'est la tête de singe, ou inversement. Demain, grâce aux ordinals, ça n'arrivera pas. Tout le monde peut faire faillite, il peut se passer tout ce que tu veux, la data est on-chain. Alors sauf que toutes les connexions internet du monde soient fermées, bloquées, etc. Mais bon, à ce moment-là, on a le même problème sur toutes les blockchains. Mais en tout cas, dans un système stable, c'est la façon la plus sécurisée de coder une information. Et donc c'est ça la révolution. Et on est sur la blockchain la plus importante, la plus reconnue de toutes les blockchains, à qui il manquait vraiment cette possibilité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on coupe en deux les blocs. Les blocs, bon, on va pas rentrer méga dans le détail, mais ils sont composés de plusieurs choses. Et donc on a une partie du bloc qu'on va pouvoir récupérer, sur laquelle on va pouvoir stocker vraiment physiquement, entre guillemets, informatiquement la data. Okay. Maintenant, pourquoi je te parle de ça? Parce qu'on voit que dès aujourd'hui, et je vais te le montrer ici, données issues de Glassnode comme d'habitude, on a une hausse, alors ça vient d'être lancé, on parle de la semaine dernière, hein, balbutiement, et cette semaine, finalement, explosion de la demande. Qu'est-ce qu'elle nous montre ici, la ligne jaune? Elle nous montre la moyenne de la taille des inscriptions, des transactions, vraiment la taille physique informatique des blocs. Tu vois qu'on était à 600-700 bytes, on monte à 1550. Qu'est-ce que ça montre? Tout simplement, ça montre que la taille moyenne des blocs augmente. Et si la taille moyenne des blocs augmente informatiquement, ça veut dire tout simplement qu'il y a plus de data stockée à l'intérieur. C'est plus juste, lui a acheté tant, et puis le Bitcoin il est parti sur Coinbase, et puis il a fait ça, et puis il a été découpé, et 20 satoshi par là, et 30 satoshi par-ci. Là, on voit que, vu qu'il y a une augmentation physique de la taille de la data, de la donnée dans les blocs, on peut se dire que oui, on commence à inscrire des choses à l'intérieur. Alors on peut aller plus loin, bien sûr, on peut regarder ce qu'on inscrit. Et en fait, on voit que ça commence à fonctionner, puisque tu vois sur le graphe ici de gauche, donc on a les images, en orange, en bleu, on a le texte, en rouge, on a tout ce qui est autre. Alors tout ce qui est autre, on peut coder des bouts de programmes informatiques, etc. Il y a un tout petit peu de vidéo, mais qu'on voit quasiment pas, qui est entre les deux ici, et il y a aussi un petit peu d'audio. Et là, on voit par la distribution en termes de pourcentage sur le graphique de droite. Donc, on a les images qui sont vraiment donc en orange pour l'instant ce qui est le plus inscrit dans les blocs, et puis c'est finalement ce qui est aussi le plus représentatif des NFT à l'heure actuelle, donc l'art digital, les images, les têtes de singes, etc. On a, donc ça c'est 88% des inscriptions, donc c'est vraiment beaucoup. On a 0.14 d'audio, donc très peu, 0.22 de vidéo, très très peu. On a 11.4% de texte, donc il y a pas mal de texte, et 0.16 de tout ce qui est autre. Donc vraiment, aujourd'hui on voit, c'est l'écrasante majorité d'images, et donc finalement ça nous donne encore une fois un indice sur le fait qu'il y a une vraie demande sur la blockchain Bitcoin pour avoir des NFT sous forme d'images, comme on les voit le plus sur les plateformes OpenSea, etc., et notamment sur les autres blockchains.
On voit également ici aussi, et on va rentrer peut-être dans ce que disent les détracteurs, puisque là, je t'ai plutôt expliqué la vision des supporters. Les supporters, ils pensent que c'est une révolution, ils pensent que c'est génial, que c'est sécurisé, que c'est la blockchain la plus importante, la plus reconnue. Maintenant, les détracteurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, ok, mais attention, parce qu'il est possible qu'on vienne saturer la taille maximum des blocs. Tu vois, on est à 4 mégas par bloc. Si on vient remplir tout ça de données, d'images, de vidéos, etc. Donc déjà, il faut des données qui soient pas trop grosses. On va pas pouvoir coder n'importe quoi. Tu vas pas pouvoir coder un film en 4K, ça va pas passer. Il faut choisir des petites choses, entre guillemets, informatiquement, en termes de stockage, et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'images. On commence à nous dire que si on sature tous les blocs, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on peut avoir peut-être des ralentissements ou des frais qui vont augmenter. Alors il faut savoir que pour l'instant, les frais sont très faibles, parce que ça a été fait d'une manière intelligente, et codé d'une manière intelligente, donc les frais sont très faibles. Mais peut-être que si on vient tout saturer, il va y avoir une Q-line qui va se mettre en place. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les frais vont augmenter? Est-ce que la blockchain va ralentir? Donc ça, c'est la première chose. Alors bien sûr, aujourd'hui, j'ai absolument pas de réponse. La deuxième chose, c'est la taille globale de la blockchain. Mais pas de la blockchain en elle-même, puisqu'elle est répartie, elle est décentralisée sur des machines finalement tout autour du monde, mais la taille du registre. C'est-à-dire la taille vraiment, je t'ai dit que tu pouvais télécharger l'intégralité finalement de l'historique des transactions, c'est de ça dont on parle. Parce que quand tu veux runner finalement un validateur, enfin un mineur, qu'est-ce qui va se passer? Tu as besoin de télécharger tout l'historique de la blockchain, de stocker cet historique, et cet historique, puisque c'est sécurisé comme ça, bloc par bloc, qui prennent toute une information du bloc précédent, faut tout stocker. Il faut stocker l'historique, et il faut stocker au fur et à mesure les nouveaux blocs. Aujourd'hui, on est à 450 gigas, donc c'est du stockage, c'est pas complètement dingue. On pourrait se dire que, voilà, là ils ont fait une projection jusqu'à à peu près 2040, que avant les ordinals, finalement, et avant de commencer ces inscriptions, on arrivera à 1 Tera 4. Sauf que là, on arrive à 2 Tera 31, à peu près, donc c'est la ligne qui est orange, de projection, avec une limite maximum à 3 Tera 41 en 2037. Alors, on voit qu'il y a encore pas mal de marge, et on voit que finalement, pour moi, cet argument, alors c'est l'argument de certains, mais pour moi, c'est un argument qui n'est pas vraiment recevable, parce qu'on connaît la rapidité d'évolution de l'informatique, des capacités de stockage, des capacités de transfert, des connexions Internet, tout augmente exponentiellement. Donc même si on a 3 Tera de téléchargement de blockchain en 2037, je pense pas du tout que ça pose de très gros problèmes. Mais en tout cas, quand je te présente quelque chose, je fais en sorte de voir un petit peu les deux côtés. Ok ? Un côté également encore positif que mettent en avant certaines personnes, c'est que c'est aussi un moyen supplémentaire et peut-être un nouveau moyen, et notamment pendant les marchés un petit peu compliqués comme aujourd'hui, de retrouver de la rentabilité pour les mineurs, puisqu'il y a des transactions, et il y a bien sûr des frais sur ces transactions. Alors, ils sont relativement faibles à l'heure d'aujourd'hui, ils sont même très faibles, mais ça n'empêche que c'est une source de revenus supplémentaires et que peut-être plus tard, avec la congestion du système, et si tout le monde veut l'utiliser, ces frais vont augmenter, donc les mineurs retrouvent de la rentabilité, donc ils sont plus incentivés à continuer à sécuriser et à miner la blockchain Bitcoin, parce que c'est aussi un problème que certains voient poindre dans quelques années ou dizaines d'années, c'est de se dire, ok, avec tous les halvings, etc., les mineurs sont de moins en moins rentables, donc si on ne trouve pas de nouveaux moyens de les incentiver à continuer à maintenir la blockchain, qui va la maintenir? Personne, ou de moins en moins de gens, et donc on va avoir des problèmes de sécurité. Ce qui fait que cette blockchain est si sécurisée aujourd'hui et inviolable. On va prendre des pincettes avec ce mot parce que aucun système n'est jamais 100% inviolable, mais on va dire 99,99% inviolable, c'est qu'il y a un grand nombre de validateurs et que tout le système est distribué, tout l'historique est distribué, tous les blocs sont distribués et en temps réel on voit ce qui se passe. Donc forcément, s'il y a quelqu'un qui triche, la majorité n'a pas intérêt à laisser tricher quelqu'un, donc forcément, ça s'auto-régule. Donc c'est positif. Et on a peut-être un dernier avantage, peut-être pour nous, les investisseurs ou spéculateurs, c'est tout simplement un nouveau moyen d'investir ou de spéculer sur cette blockchain. Alors pour conclure, est-ce qu'on est sur une révolution complètement dingue ou est-ce qu'on est sur un coup d'épée dans l'eau et un petit peu un effet d'annonce comme on a pu voir avec le Lightning Network, où à l'époque ça devait être complètement fou, alors ça l'a été en termes de technologie, en termes de scalabilité de la blockchain, mais ça ne l'a pas été en termes d'investissement. Plein de gens disaient « Ah, le Lightning Network qui va sortir, le lendemain, le Bitcoin il a 1 million ». Non. Là, on a quand même pour moi un effet qui est supplémentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur finalement un nouveau
un nouvel outil de scalabilité du Layer 2. On est vraiment sur une révolution plus importante, on-chain, et surtout sur un besoin qui n'était pas adressé, qu'on va adresser, et donc on vient retrouver un effet de concurrence beaucoup plus important, notamment par rapport à Ethereum, par rapport à plein de blockchains qui étaient très utilisés pour les NFT. Maintenant, qu'est-ce que je recommanderais? Alors il faut savoir, juste avant ça, que aujourd'hui, on est vraiment au lancement. On n'est pas early, on est méga early carrément. Aujourd'hui, je sais ce que tu vas faire peut-être juste après cette vidéo, ou peut-être que tu l'as déjà fait. Tu vas taper comment acheter Ordinals, Bitcoin, etc. Sache qu'il n'y a pas de plateforme qui existe aujourd'hui. Il n'y a pas de wallet qui existe aujourd'hui. On est trop early. Il n'y a pas encore un OpenSea pour les Ordinals sur la blockchain Bitcoin. Il n'y a pas un wallet qui permet, parce que ça va être nécessaire. On l'a vu, Layer 4, interface, il va falloir avoir un wallet qui permet de distinguer. Parce qu'un Satoshi normal, fongible, et un Satoshi non fongible, NFT Ordinals, c'est les mêmes, mais ils ne codent pas la même information. Donc il va nous falloir un wallet, comme MetaMask ou n'importe lequel, alors j'imagine qu'il va y en avoir des nouveaux et que les anciens vont se mettre à jour, qui va permettre de distinguer ça, qui va permettre d'afficher tes NFT, qui va permettre de dire attention, celui-là c'est un NFT, entre guillemets, donc fais gaffe, et celui-là c'est un normal, tu peux le dépenser. Donc tout ça n'est même pas aujourd'hui, là je te fais la vidéo Breaking News, en place. Donc tu ne peux pas acheter aujourd'hui d'ordinals, de digital art, de NFT Bitcoin. En vrai, tu peux. Il y a des serveurs Discord qui existent ou des mecs sous le manteau, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir un nœud Bitcoin pour pouvoir... c'est prêt. C'est pas que c'est en phase de test, c'est pas en phase de test, c'est lancé. Mais vu qu'il n'y a pas l'interface, les seuls qui peuvent le faire, c'est les gros geeks, entre guillemets. Donc, entre guillemets, il y a des serveurs Discord avec des gros geeks qui ont déjà commencé à vendre des NFT sur cette blockchain. Mais Mephisto. Moi, ma recommandation serait de deux types. Je vais faire deux grands groupes. Okay. L'investisseur classique qui veut profiter, peut-être comme la plupart des gens qui regardent cette chaîne, comme toi et moi, voilà, quelqu'un qui suit l'actualité, qui veut profiter, qui veut investir. À cet investisseur-là, et ça va être mon cas, je dirais surveille de près, mais pour l'instant, attends de voir. Parce que révolution, coup d'épée dans l'eau, effet d'annonce, pas encore sécurisé. Je me vois pas aller sur un serveur Discord, envoyer 10 ETH à un mec que je connais pas, en n'étant pas sûr qu'il m'envoie le truc, avec aucun tiers de confiance entre les deux, etc. C'est pas pour moi. Je pense que c'est beaucoup trop risqué. Par contre, on a la chance d'être très early, avec l'information très early, donc on peut surveiller ce qui se passe et être les premiers éventuellement sur le coche, si on voit que ça va dans le bon sens, si les interfaces se mettent en place. Donc pour la grande majorité des gens, je dirais, on suit de près, on est prêt, mais on attend que ça se développe. Et pour peut-être les 1, 2, 3, 5% de grands fous qui me suivent et qui veulent s'envoyer en l'air, que je classerai dans les investisseurs extrêmement méga spéculatifs, bah, ça va se passer sur Discord et utilise finalement ton nez, utilise ton discernement pour voir si tu es en train d'acheter une merde ou tu vas te faire arnaquer. Mais je dirais vraiment... Je ne le recommande absolument pas. Quoi qu'il arrive, on va suivre cette actualité. J'espère que je t'ai apporté des informations et de la connaissance autour de tout ça. Pète la gueule du pouce bleu, c'est important, ça aide la chaîne. Abonne-toi également, ça aide la chaîne et ça me permet de faire plus de contenu. Je te dis à très bientôt la team, l'avenir c'est nous.